cette idée du geste écolo repose encore sur cette idée d'être moral, de penser à la planète. Il faut justement créer un monde où on n'a plus besoin de ça. Par exemple, le tri des déchets. Tu vois, le tri des déchets. Donc, je fais un effort moral pour penser. Non, un effort la solution, c'est de créer une intelligence artificielle qui trie les déchets automatiquement. Il n'y a pas à trier les déchets. Tu balances tout le bazar et elle sait trier. Voilà. Et trier les déchets, c'est une contrainte. Et l'intelligence humaine. Restriction de liberté. On utilise l'intelligence humaine collective pour créer cette intelligence artificielle qui sait faire ça. Une fois que c'est fait, tu vois. Et il n'y a plus à réfléchir. Mais là, on est déjà au stade après, les gars. Oui, avant, il y a le gaspillage. Être écolo dans les ce choix. sens-là. Comment on s'organise, ne serait-ce de sa cuisine à son jardin. Mais si on doit faire ces choix, c'est parce que la société est non écologique. C'est ça le problème. Voilà. Donc il n'est pas normal de les faire ces choix. Ce qu'il faut, c'est rassembler très vite. Il y en a des déchets, on en fait du déchet. Il faut le transformer maintenant. C'est la société qui fait le déchet, c'est pas toi. Parce que si la société était organisée, le déchet en lui-même n'existe pas. Tout est une ressource. Absolument tout. Oui. Tout devient une ressource à partir du moment où le circuit il est fait pour que ça devienne la ressource. Oui, mais c'est pas toi qui le fais le circuit, c'est la société. Oui, bien sûr. Et ce circuit n'existe pas. Donc c'est pas toi qui produis le déchet, c'est la société. Alors que si tu te restreins sur le déchet, si tu tries, si tu économises, que tu vis dans une contrainte morale culpabilisante qui n'a rien en soi d'écologique. C'est pour ça que les solutions d'échelle personnelle sont forcément de l'ordre de l'écologie négative. Voilà, c'est obligé. Et les solutions constructives sont forcément de l'ordre du macro. Si c'est ça. Non mais ça je suis d'accord. On réorganise la société, comme ça les individus n'ont plus à faire l'effort personnel de gestes écolo, parce qu'il n'y a plus besoin de gestes écolo, tout est organisé. Donc ça veut dire... ta voiture, il n'est pas normal que tu limites tes kilomètres en voiture. C'est pas ta voiture qui pollue, c'est pas le fait que tu te déplaces qui pollue, c'est le carburant que tu mets dedans. Oui. Mais le carburant, c'est pas toi qui le produis, c'est la société. Voilà. Donc on est d'accord. Donc tu n'as pas à te restreindre en la voiture. Ce qu'il faut, c'est organiser la société pour que le carburant... Et les jeunes, et à ce moment-là, faire sa part, ça c'est très important pour moi, faire sa part prend un tout autre sens. Faire sa part, ça n'est pas rouler un peu moins en voiture à ce moment-là. Ou ne plus prendre l'avion. Mais c'est participer à l'émergence de la solution qui fera qu'il n'y aura plus besoin de mettre du carburant dans la voiture. Voilà. Ça, mais il y a on peut pas être tout de suite de A à B. Il y a aussi un chemin. Tant que tu fais l'effort personnel de faire tes choses, tu ne fais pas l'effort de changer la société. Donc du coup, tu empêches l'écologie d'émerger. En agissant comme tu le penses, en passant par les étapes que tu décris. Mais il y a tout un tas tu empêches alors ça crée une conscience commune écologique, ça a l'avantage de créer cette conscience commune de l'écologie, mais par contre ça empêche la cause écologique d'émerger. Et ça c'est le paradigme du polluer moins, c'est le premier paradigme de la pensée écologique, c'est comment on va faire moins. Et donc ça nous a amené tous à des petits gestes perso, comment je vais moins faire couler le robinet, moins mettre d'essence, il y a des confusions de termes en fait, des fois c'est très... Et il faut passer à une écologie de la dépollution et des solutions, etc. Il n'y a pas à polluer. Il n'y aura pas à faire moins parce que en fait, il y aura même plus de pollution générée par ça. Et puis, parce que le système aura été dépollué. Le plus fondamental, et d'ailleurs conformément à la pensée de Thierry, c'est que si on pollue tant et si il y a tant de surconsommation qui est honnie, à juste titre d'ailleurs, c'est uniquement le travail quoi. On surproduit, on emballe juste pour résoudre le travail comme socle de la redistribution. Ça c'est un des aspects importants. On réduirait au moins des 2/3 la pollution. Juste résoudre la nécessité d'avoir un emploi pour vivre, au lieu de collaborer à la société par une autre valorisation, un autre socle de la création de richesse. On résoudrait 2/3 de la pollution. Selon vous, c'est même la plus grosse pollution actuellement, le travail, que mes déchets... Mais tout est travail. Que mon gaspillage. Voilà, Lubrizol, oui, alors la question se pose, peut-on se passer des sites Seveso? Ah, mais les sites Seveso, c'est centaines de milliers d'emplois. Peut-on résoudre le nucléaire? Attention, le nucléaire, c'est tant de centaines de milliers d'emplois directs. Le chantage au travail... mais tout est pensé qu'autour du travail. On ne touche à rien parce que c'est un certain nombre d'emplois, voilà, donc ça évolue. C'est un frein depuis au moins l'industrie de Blanquefort, voilà, est-ce qu'on peut fermer l'industrie de Blanquefort, l'usine de Blanquefort Ford, fabrique de pâte à vitesse, attention, c'est 1000 emplois. Voilà.
Mais c'est des emplois de merde qui servent à rien, qui empêchent les gens d'être utiles à la société. Et ce qui est fou, c'est que les esclaves auto-aliénés vont aller eux-mêmes défendre leurs emplois, etc. Alors que cette usine ne sert à rien, elle n'apporte plus rien à personne depuis des décennies. Les leviers pour faire progresser ça, parce que c'est ancré le travail. Enfin, on a tous entendu des phrases... sur le travail, parce que le travail, c'est là qu'on rejoint l'écologie. Voilà. Le travail est une contrainte, elle était nécessaire. C'est des choses sensibles. Les gens, ils n'ont pas encore basculé. Alors... Si, il y en a beaucoup qui ont basculé, qui ont accepté l'idée de la fin du travail. Même Antoine. Ah oui. Même Antoine, quand je lui en parlais, il m'a dit non, mais moi, mon travail, il est très bien. Après, si j'en ai pas besoin... Antoine, son travail, il est très bien parce qu'il travaille chez lui. Il y a eu un progrès. Oui, mais peu importe. Le télétravail, le premier réflexe des gagnants du loto, c'est que si je gagne au loto, j'arrête de travailler. Voilà, donc c'est te dire à quel point les gens... Non, il y a plein de gens qui ont intégré leur vie sans le travail. Je veux dire, l'idée, elle est passée quand même. Elle est largement passée dans la société. Même mon père, s'il pouvait ne plus occuper son job, qui est vraiment un bullshit job, bah, je veux dire, il se ferait un plaisir de ne plus l'occuper. Hein, oui, c'est pas... S'il travaille, c'est juste pour gagner, pour ramener de l'argent. Je précise que papa est médecin, donc ça en dit long du... Oui, mais c'est pas de la médecine générale, c'est de la médecine du travail. Tout ce qu'il fait à longueur de journée, voilà, c'est juste contrôler. Contrôler les gens qui sont malades du travail. Les salariés en général, même s'ils n'ont pas spécialement des problèmes de santé, quoi. Et d'ailleurs, ce qui me raconte, c'est que ça veut dire que la médecine du travail, sous prétexte de protection de l'ouvrier, on ne fait rien d'autre que de vérifier que la ressource, que les chevaux vont bien, qu'ils sont en bonne santé, puis qu'ils sont donc productifs. Faut pas s'y tromper, hein. C'est pas par générosité qu'il existe une médecine du travail, c'est pas pour protéger l'ouvrier. C'est pour protéger la production, pour s'assurer que la production est toujours optimale. Alors, ouvre les dents, quel âge a ton cheval? Voilà, c'est la même chose. On analyse l'ouvrier. Et puis si l'ouvrier est malade, on sort du travail parce qu'il va compromettre la production. Il y a un biais cognitif qui fait que quand on n'a pas le choix de faire quelque chose, à savoir aller travailler, on trouve une légitimation à cet acte. Voilà, c'est ça. Mais finalement, le jour où on n'en a plus besoin, on a l'honnêteté de considérer que en fait, c'est de la merde. Oui. Et les gens qui tombent au chômage, ça, ils commencent à mieux. Mais tant qu'on n'a pas ce choix-là, on ne doit surtout pas voir à quel point on est des esclaves, parce qu'il vaut mieux y aller volontairement et être un esclave volontaire qu'un esclave involontaire. Parce que tous les jours, tu te lèves, tu dis oui, mais c'est très bien de travailler, je vais au travail, et tu es motivé de l'intérieur. Tu vois, et le jour où tu vois à quel point tout ça est une arnaque, mais tu peux même plus te lever le matin. Et pour que la société tourne, on a dû créer toute une culture du travail qui légitime le fait que c'est bien d'aller travailler et de vendre son temps de vie, de sacrifier sa vie à ça. Il y a toute une culture d'ailleurs du sacrifice qui vient du protestantisme, du christianisme, etc. C'est bien de se sacrifier au travail. Il n'y avait pas le choix. C'est bien de souffrir. Avec un peu de religion. On retrouve le masochisme qu'on retrouve après dans l'écologie. C'est bien de souffrir, tu vois. La vie est faite pour souffrir. Et plus tu as souffert, plus tu es bon pour Dieu. Dans la maternité, ça marche pareil. Hein. Les femmes, elles doivent que souffrir pour mettre au monde. Voilà. Mais ça commence à l'école. La péridurale, non, mais c'est des idées, ça commence à l'école, on apprend à souffrir petit à petit à l'école, faire des efforts, machin, alors qu'il y a un autre moteur, un autre levier qui est la passion naturelle d'un être qui découvre la vie, qui s'émerveille, il y a des passions naturelles, selon ton profil d'intelligence, s'il y a ça va te parler plus que ça, et ça c'est le moteur de motivation intrinsèque, et c'est comme un fil, si tu le tires, ça te conduit à ce sujet-là, puis après à ce sujet-là, et comme ça tu découvres la vie en autodidacte, puissance 1000 à une rapidité folle. On en a des autodidactes. C'est ce que font tous les surdoués. Les surdoués, tu n'as pas besoin de les faire aller à l'école. Tu leur donnes simplement accès à l'information et d'eux-mêmes, ils vont de fil en aiguille absorber toute cette information avec une énergie intérieure qui va qui va bouffer le monde en fait. Et qui ne finit jamais d'ailleurs. Ils sont en évolution. Ouais, mais ça fait des mauvais travailleurs. Mais ça fait de très bons créateurs dans l'économie de la connaissance. Et c'est ça. Et aujourd'hui, c'est possible. Si on a dû monter tout ça, c'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le choix. Parce que si les gens n'avaient pas travaillé, personne n'aurait construit la société. Parce qu'on n'avait pas technologiquement la capacité de se passer de la main-d'œuvre humaine. On ne pouvait pas le faire. L'évolution pendant des milliers d'années d'évolution. L'évolution est là. L'évolution, elle est là. Donc vous êtes en train de préparer à aller vraiment. Aujourd'hui, on peut s'en passer, c'est fini. On n'a plus besoin d'esclavager l'être humain pour produire. On peut se libérer de cette contrainte. Et donc, ça veut dire qu'on doit revenir sur cette idée qu'on a instillée dans l'esprit que le travail c'était bien, puis que c'était gratifiant et tout, pour que l'être humain supporte sa condition.
Et donc qu'ainsi, contraint et forcé, même inconsciemment, il contribue au développement de la société, alors que là on est arrivé au terme. On va vers ce que Michel Salov-Kost nous parlait, une nouvelle civilisation où désormais il n'est plus nécessaire de travailler. On peut extraire l'humain du travail puisqu'on est susceptible technologiquement de le remplacer. Et donc, à partir de là, on peut envisager une autre fonction supérieure pour l'humain, sans compromettre la production. Alors que jusqu'à présent, quand l'humain ne travaillait plus, la production était compromise. Aujourd'hui, c'est non seulement elle n'est plus compromise, mais elle s'améliore si on extrait l'humain. Elle s'améliore. Parce qu'aujourd'hui, il y a des tas d'entreprises qui limitent électroniquement les rythmes de production, les centres de tri à la poste ou des machins, parce que sinon, au-delà de ça, l'humain, il n'arrive plus à traiter. Tu sors l'humain, tu doubles, tu triples, tu quadruples les rythmes de production, donc tu consommes pas plus d'énergie, mais tu produis 3 fois plus avec la même énergie. Donc rien que là, déjà, tu es plus écolo. Oui. Sans même parler du fait qu'une machine, elle n'a pas besoin de réfectoire, pas besoin de parking, pas besoin de douche. Elle n'a pas besoin de véhicules pour aller au travail, elle va pas s'entasser dans des bouchons, dans des RER, des TER, des bus, des machins, elle fait pas des bouchons, des heures de pointe et puis des machins, il n'y a pas de station-service avec 3 quarts d'heure d'attente pour refaire ton plein le soir, et puis tout ça, ça disparaît. C'est gommé. Et c'est de la pollution. Et après, à la fin, la machine est alimentée par de l'énergie renouvelable, et voilà, là, ça a résolu. Et donc la production, elle est propre. Notre intelligence est plus précieuse, en fait, pour en faire d'autres choses. C'est ça. Et l'évolution, elle serait là aussi, c'est de se servir de tout. Mais l'écologie, l'écologie est humaine. Au cours du XXe siècle, ça ne s'invente pas. Jusqu'au XIXe siècle, la masse était fruste et inculte. Et même, on peut dire qu'un enfant aujourd'hui de 15 ans, il en sait bien plus qu'un savant du XIVe siècle, je veux dire. Donc c'est un enfant de 6 ans d'aujourd'hui en sait bien plus qu'un homme moyen de 50 ans en 1860, je veux dire. Alors peut-être pas autant qu'un savant, mais il en sait plus que l'homme moyen de la rue de 1860. C'est un petit gamin comme ça, quoi. Donc je veux dire, il y a un moment donné, il faut se rendre compte qu'au XXe siècle, grâce à cette croissance, enfin, on a apporté la cognition à tous. On a éduqué tout le monde, on a apporté à tout le monde l'accès à la culture. Alors oui, les gens sont cons comme des balais, si on veut, mais c'est aussi parce qu'ils travaillent. Pendant que tu travailles, tu ne fais que bosser. Tu ne t'occupes pas de ta vie, tu t'occupes de celle d'un autre, tu t'occupes de la fraction que celle d'un autre, qu'un autre a bien voulu te... et tu reproduis tous les jours les mêmes actions, et tu ne te développes pas, tu n'évolues pas. Alors évidemment que les gens sont... À la fin de la journée, tu n'as pas fait plus que hier, ni avant-hier, donc tu n'as rien de plus à raconter, ni tu n'as rien appris de plus, etc. Tu t'es pas rendu utile à la société. Et ce qui fait que le soir, tu t'abrutis devant des émissions pour recommencer le lendemain matin. Et là, il y a une erreur fondamentale, c'est de dire... La base, c'est l'humain est feignant, donc on va le forcer à travailler. En fait, c'est l'inverse. C'est parce qu'il travaille que le soir ou durant son temps libre, il est feignant parce qu'il n'a pas d'énergie disponible, mentale, énergie physique, etc., pour accorder son énergie à quelque chose d'actif. Donc l'être humain libéré du travail va pouvoir devenir enfin actif. Voilà, c'est tout le paradoxe. Et c'est ce qu'on disait sur le revenu universel. Les gens seront-ils oisifs ou seront-ils Alors, c'est pas oisif, c'est passif. Ou passif. Ça peut être oisif et actif. Oui, c'est ça. Tu vois, ils vont enfin pouvoir être actifs, créatifs, penser aussi, penser, parce que penser, ça demande des ressources, de temps, de disponibilité, des étudier. Construire la société pour les autres. Donc, en termes de société de l'information, on est gagnant dans le sens où quelqu'un qui a libéré ses ressources mentales pour être actif mentalement, intellectuellement, etc., il a la chance d'être créatif aussi. Tu ne peux pas trouver une nouvelle idée si tu n'as pas de temps disponible pour la développer, pour te nourrir d'autres idées, pour travailler sur un sujet, etc. Donc si tu veux, ça va faire exploser la créativité humaine. Et donc le nombre de solutions, le nombre de créations d'entreprises, le nombre, etc. De richesse, l'homme va pouvoir de croissance, être actif, épanoui, etc. Et ça sera toujours aussi vrai, même pour ceux qui auront toujours un travail, parce qu'il y aura toujours un travail. Il y aura toujours des fonctions on va dire, non plus dans l'outil de production, parce que dans ce cas-là, l'outil de production en lui-même, il devient diaphane, puisque l'outil de production, ce n'est plus seulement ce qu'on appelait l'outil de production, c'est-à-dire la production industrielle lourde. La production, ça peut devenir alors de la production d'idées, ça peut devenir de la production d'intention, de l'intelligence collective. Donc c'est ça qui est une nouvelle création de richesse, et donc ça, c'est pas une production au sens où on l'entend.
au sens où on l'entend, au sens du XXe siècle, de l'ère industrielle. Donc c'est une nouvelle industrie, c'est une production industrielle d'intelligence. Donc du coup, l'outil de production devient différent, il évolue. Il passe au stade suivant, mais ça fait qu'il y aura toujours des emplois qui seront plus matériels, plus physiques, dans des usines ou dans des administrations. Mais tout ça générant moins de pollution. Mais ça génère moins de pollution et surtout les individus qui auront cet emploi seront aussi, eux, libérés en étant dans leur emploi. Au lieu d'être limités à leur fonction, dans leur fonction même, ils deviendront plus créatifs et plus performants. Oui. Ils vont élever eux-mêmes leur fonction. Peut-être John, il veut dire un truc. C'est ce que j'ai écrit dans un article au sujet des nouveaux rapports de travail entre le patron et les collaborateurs qui deviendront collaborateurs avec un grand C et pas juste des outils qui compléteront les machines et qui feront 12 heures par jour, des tâches répétitives, abrutissantes, aliénantes, tout ce que tu veux. Mais vraiment des gens qui vont créer. Ça commence à se faire un petit peu maintenant dans certaines entreprises. Tu as ce qu'on appelle l'initiative intrapreneuriale, c'est-à-dire que c'est les salariés qui se réunissent et qui vont créer au sein de leur propre entreprise des départements. Par exemple, je sais qu'il y a des entreprises maintenant qui font au sein de leur entreprise des jardins, qui cultivent des petites fermes, des choses comme ça. Donc, il y a des expériences, des ouvertures d'esprit dans les gens. Donc tu vois, ça veut dire que donc en libérant l'humain inutile, qui gâche bêtement sa vie inutilement au travail, qui glande au boulot au lieu de se rendre utile à la société, en le libérant lui, tu libères aussi ceux qui restent dans l'entreprise. D'un boulet. Et d'une possibilité de se déployer au sein de l'entreprise. Et donc tu déploies l'entreprise. Donc non seulement d'un côté tu ne compromets pas sa création de richesse, mais en plus tu la développes. Tu développes la création de richesse des entreprises en réduisant ce qui est aujourd'hui considéré comme sa capacité de production. Ça paraît paradoxal, mais c'est ce paradoxe qu'il faut résoudre. Non, c'est pas parce que tu as moins de salariés que tu vas moins produire. Au contraire, ça va être beaucoup plus propre. Et en plus, la société va devenir beaucoup plus valorisée. L'entreprise et la société à échelle macroéconomique. Parce que du coup, comme on a une société productive beaucoup plus performante, qui est beaucoup plus écologique, donc elle est plus rentable. Parce qu'avec le coût du carbone aujourd'hui, d'avoir une société qui est globalement moins énergivore, moins destructrice, moins avide, moins cupide, plus apaisée, fatalement, elle coûte moins cher. Ça préserve moins cher. L'argent que tu ne dépenses pas, c'est aussi l'argent gagné. Et il y a un autre aspect de la question aussi dont on n'a pas parlé, c'est l'écologie intérieure. C'est-à-dire que là, l'individu, il n'est plus mu par la peur, à savoir la peur d'être viré de son entreprise, et puis aussi la frustration du collègue, de la collègue. Ouais, et il faut voir que cette peur, ce stress, ce trac, ce burn-out, etc., tout ça, ça a des conséquences physiques. La société. C'est-à-dire en termes d'écologie intérieure, tu détruis ton corps. Ça empoisonne la société. À long terme, tu te crées des cancers, tu te crées des burn-out, etc. Je pense. Alors, attends, il suffit de regarder le mec, là on va passer à une société où l'individu émancipé du coup de l'emploi salarié va pouvoir être mu de l'intérieur par ses sources de motivation intrinsèque. C'est-à-dire le mec il va se lever le matin et dire qu'est-ce qui m'excite, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui m'inspire. Moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'être dans cette assos pour la nature, ou j'ai envie de créer mon entreprise. Il va être mu par sa joie, tu vois, par sa force de vie, tu vois. Et ça en termes d'écologie intérieure, le mec il va notamment non seulement avoir plein d'énergie disponible parce que c'est motivant, et en plus à long terme il va être en bonne santé, parce que quelqu'un qui se lève et qui fait toute la journée quelque chose qui le motive, qui le nourrit intérieurement, mais c'est pas la même niveau de santé derrière. Donc tu te rends compte les gains immenses en termes de maladies, pour la santé publique, pour la sécurité sociale, etc. Et tout ça c'est des économies. Et donc je rajoute un élément. Je rajoute un élément qui va dans ton sens. Ils sont plus heureux et ça coûte moins cher. Ce qui est important aussi, c'est que ça préserve deux sortes de personnes. Nos jeunes, qui ont besoin de justement développer ces créativités, en ne les obligeant pas à aller travailler trop tôt, ils ont l'espoir de mieux... Et ça préserve nos vieux. Moi, belle-maman, elle a 83 ans, elle est encore obligée de travailler. Oui, ça c'est absurde. Ça la maintient, certes, c'est bon... Mais, non, mais 83 ans. Oui, mais donc, je crois qu'il y a des socles très importants. C'est notre jeunesse qui a besoin
et les vieux, bien sûr, et qui seraient utiles ailleurs, dans les associations, dans l'accompagnement. Voilà, les aidants, les accompagnants en ce moment, mais c'est mal fagoté. La société du travail, c'est une société du gâchis. C'est du gâchis de ressources naturelles, donc on brûle du pétrole, on brûle des terres rares, on brûle de l'humain qui fait des burn-out, qui meurt de crise cardiaque, qui monte dans le RER en tirant la gueule dès que tu lui adresses la parole, il a envie de t'envoyer chier. Alors, il a une vie, mais il y a des constats sur lesquels tous les écologistes sont d'accord, donc c'est un gros gaspillage général depuis 40 ans, puisqu'on sait tous... Non, depuis des millénaires, ça n'a rien à voir, depuis 40 ans, on gaspille rien de plus qu'avant. Bon, c'est pas vrai, parce qu'il y a eu le développement sociétal. Je me rends à tes chiffres, Thierry, mais donc on en a fait quoi ? Comment on fait pour... C'est parce que depuis 40 ans, ce qui s'est passé, ou ce qui a changé il y a 40 ans, c'est pour ça qu'on pourrait considérer qu'il y a plus de gaspillage, c'est que depuis 40 ans, on peut se passer de l'humain. C'est juste ça, on ne gaspille pas plus. Ça, on en prend conscience. Alors on ne gaspille pas plus depuis 40 ans. Il n'y a pas plus de gaspillage de ressources ou quoi que ce soit. Si on gaspille plus, si on détruit plus de ressources depuis 40 ans, c'est parce qu'on a acquis un développement sociétal. Mais monstrueux, jamais la population n'a connu un tel niveau de vie. Mais depuis 40 ans, on aurait pu se passer de l'humain. Et où le temps passait, qu'est-ce qu'on fait ? On s'y accroche. On trouve des moyens de contrainte pour l'obliger à travailler, à être productif à l'usine, et puis donc à s'entasser dans ses RER et ses machins. Et donc ça empire, parce que ça prend un certain temps à sortir de notre autoconditionnement. Et donc, c'est des constructions sociales en anthropologie. On est en train de se libérer progressivement de cette croyance qu'il faut travailler comme un malade et souffrir bien dur pour être mérité d'être aimé par Dieu. C'est religieux, culturel, social. À noter que le travail salarié dans l'histoire de l'humanité est tout récent d'ailleurs. Je veux dire, à l'époque romaine, même au Moyen-Âge, quand on était des paysans, on travaillait pas pour le Seigneur, on travaillait pour nous. On payait juste des impôts pour disposer de la terre, des outils qui nous appartenaient pas. Regarde, la première question qu'on pose à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est tu fais quoi dans la vie ? Ça veut dire quel est ton boulot. Ça veut dire quel est ton boulot. En termes de culture, il y a tout à recréer parce que dans un monde émancipé de cette aliénation au travail, on va devoir poser une autre question. C'est qu'est-ce qui t'anime ? Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie ? Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? C'est quoi ton projet en ce moment ? Tu vois, ça sera beaucoup plus... C'est quoi ta couleur préférée ? Il y aura c'est d'autres important. questions. Et ça rejoint ce que tu dis sur l'humain. C'est toute une culture à réinventer aussi. Oui. Tu vois, et ça, en anthropologie, voilà, il y a des pistes. Il faut aussi aller chercher dans les disciplines un petit peu annexes. Il n'y a pas que l'écologie qui serait comme ça. Non, il y a tout un tas de choses qui gravitent autour. L'écologie, elle va de soi. Elle se nourrit de tout ça et elle est en train de se réinventer, de se retransformer. Pas n'importe quelle écologie, parce qu'effectivement, si tu prends l'écologie négative, tu retournes vers des modes de vie où les gens passaient leur temps à labourer. C'est nos ancêtres. Nous, le courant constructif, on est là. Les autres, et nous, on arrive veulent rester là. À allier écologie et libération du travail. Ouais. Tandis que les écolos de base de l'écologie négative, ils remplacent la contrainte par une autre. Ils priorisent l'écologie. Ils l'ont pas compris. Ils sont souvent d'ailleurs fiers parce que ça va créer plein d'emplois. Et donc, eux, ils créent un monde où l'être humain est encore à nouveau aliéné au travail. Mais même quasiment comme nos ancêtres dans les champs qui passaient leur vie à labourer pour leur survie. Tu vois. Donc, tu vois comme les schémas anthropologiques sont forts. Mais c'est ça, les schémas anthropologiques sont forts. C'est ça qu'il faut faire péter, c'est ces verrous-là. On est en plein dans l'émergence de la société qui va capter le carbone. Ce carbone qui est la manne du XXIe siècle. Aujourd'hui, on le perçoit comme la fin de l'humanité, parce que c'est clair que si on ne le capte pas, à la fin du siècle, on est mort. L'humanité, elle est morte. Seulement, il faudrait être fou pour s'imaginer qu'on ne va pas le capter, ce CO2. Parce que c'est notre manne. Ça paraît fou. Moi, je dis depuis longtemps que du CO2, on va en manquer dès 2070. Certains écolos peuvent pas... Ça paraît fou aujourd'hui. Les gens se disent, non, mais attends, il est complètement cinglé, le mec, là. Le CO2, il n'arrête pas d'augmenter, le réchauffement climatique, machin. Oui, mais quand l'industrie se sera jetée sur cette putain de manne qui est colossale et gratuite, ou presque, quand je dis elle est gratuite ou presque... Elle est générée de tout. Alors déjà, elle est là, il n'y a pas besoin de creuser le sol pour l'avoir, elle est là, elle est tout autour de nous, puis on peut en faire absolument n'importe quoi.
Et on a même... Et ça, les gens, ils le savent pas. On a même des chercheurs aux États-Unis qui ont inventé une bactérie qui transforme le CO2 en plastique. Donc tu élèves des bactéries dans un pétri, et puis ces bactéries, elles te chient du plastique. T'as plus qu'à le chauffer, le fondre, le mettre en forme et c'est fini. Et t'as fait du plastique à base de CO2 sans aucun pétrole ni ressources naturelles, c'est juste des bactéries. Donc faut imaginer jusqu'où va la science, jusqu'où vont les découvertes scientifiques. On pourrait imaginer avoir que chacun chez soi, et à côté de son imprimante 3D, sa boîte de pétri génératrice de plastique, puis on tréfile ce plastique au fur et à mesure, et tu imprimes tes objets en plastique avec ton imprimante 3D. Selon tes besoins. À partir de plastique que tu as fait toi-même. Tu as imprimé toi-même, tu as fabriqué ton plastique chez toi de manière écolo, puis avec ça, tu as fabriqué le bouton que tu as cassé de ton micro-ondes. Un petit ventilo sur ton toit qui absorbe l'air, là, et puis ça transforme tout ça, ça récupère le CO2. Et c'est tout automatique, tu t'occupes de rien, Je suis... C'est le début de la fin des industries. Il faut quand même imaginer jusqu'où ça porte, quand même. Et donc, toute cette industrie ne va évidemment pas générer d'emplois, puisque déjà, si toi tu l'utilises pour réparer ton électroménager, pour réparer ton bouton, le bouton que tu as cassé de ton micro-ondes, il y aura plus l'industrie qui a fabriqué le bouton, hein, donc ça fait qu'il y a des millions d'emplois qui vont gicler, ils vont partir à la trappe. Il y aura les emplois de ceux qui font quand même cette machine. Mais non, elle se fait automatique, ça c'est les robots qui feront ça. Mais je vais acheter le robot. Mais, il faut bien que je participe d'une façon... Oui, mais 1000 personnes vont fabriquer 30 millions de machines par mois. Donc je veux dire, il y aura... Les emplois, le travail... Il y aura un emploi à la fin du siècle, il y aura un emploi sur 100 qui existe. Mais c'est un emploi qui aura du sens, parce que ce sera un emploi qualifié. Et ça, le sens en écologie... Et donc ça fait que là, tu imagines déjà, tu commences déjà à envisager où se trouve l'écologie, donc à quel point le CO2 est une ressource précieuse, mais aussi donc cette industrie de captage du CO2, l'industrie massive qui va le transformer en carburant, n'est pas génératrice d'emplois. Une boîte comme Carbon Engineering, Climeworks ou autre, alors peut-être qu'ils ont 1000 salariés, peut-être qu'ils en ont 5000, mais l'industrie qu'on a connue au XXe siècle, c'est 170 000 salariés, c'est 210 000 salariés, c'est 1 570 000 salariés. C'est des entreprises qui avaient partout des antennes de 5 000, 6 000, 10 000 salariés. C'est énorme. Il y a des villes entières qui travaillaient dans une usine. Une usine qui faisait des kilomètres et des kilomètres. C'est ça. À des points, General Motors, c'était le moteur de la... Et puis alors, quand ça s'écroule... Voilà. Mais ça, c'est fini. Donc ça fait que même si on parle d'une boîte qui a 1000 emplois, les gens ils disent ah mais tu vois 1000 emplois. Non mais c'est rien 1000 emplois, on est 20 000 à les attendre, les emplois. Donc ça fait qu'il y a 19 000 personnes qui n'ont pas d'emploi. Donc il ne faut pas dire ah il y a 1000 emplois, non, il faut dire ah il n'y a pas 19 000 emplois. Ouais. C'est ça la nuance. Et donc ça mais en plus... Vos logiques sont implacables, hein, messieurs. Mais oui. On vous prend pas souvent dans une faille. Par contre, il y a un point sur lequel moi j'aime bien insister parce que personne ne le dit, je l'entends nulle part. C'est qu'il va falloir déployer une immense industrie du captage CO2. Ouais. Immense. C'est immense. C'est-à-dire partout sur la planète, il y aura des milliers, des dizaines de milliers. Oui, on ne peut pas créer une énorme usine, je sais pas moi, au Groenland. Ouais. Et ça, c'est un énorme effort de type effort de guerre, si on veut y arriver. Ah, la contrainte. Oui, mais ça implique une motivation de l'humanité tout entière. C'est une mobilisation constructive de l'humanité. C'est la contrainte libératrice. C'est pas une contrainte. Comme l'Oulipo. C'est rentable. C'est de l'épargne, c'est de l'argent, c'est du fric. Oui, parce que là, on va se faire un pognon fou. Pour ceux qui sont dans le business, après les pragmatiques... Mais si on libère les gens du travail, tout le monde est dans le business. Tout le monde sera d'accord. C'est pour ça que j'ai conçu l'AMI. C'est pour ça que j'ai conçu l'idée du financement participatif. Si tu libères les gens du travail, ils peuvent s'occuper de contribuer parce qu'il y a le financement de ce non-travail. De tous les objets. Voilà. Alors chacun met 100 balles, mais tu as des millions de gens qui mettent 100 balles. Il y a un point là qu'il faut qu'on éclaircir sur l'argent. Un point intermédiaire. C'est-à-dire que d'abord, au début, les gens disaient mais capter le CO2 dans l'air, non, c'est impossible. En fait, si c'était possible, et dans un premier temps, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va en faire de ce CO2 ? On va le foutre sous terre, on va le remettre sous terre, vu qu'il en vient, on va l'y remettre. Fortune, c'est absurde. Après, il y a des gens qui ont dit, non, ça, c'est pas possible. Déjà, on y est arrivé, c'est possible, mais en fait, on a voulu faire mieux, on s'est dit, mais en fait, ce CO2, il a plein d'utilisations. On peut en faire des polymères, on peut en faire du graphène, on peut en faire des tubes de carbone, etc. Il y a plein d'usages du CO2 qui est très intéressant. On peut même en faire du fuel, le nouveau fuel pour les voitures, etc. Il y a tout un éventail de possibilités
possibilité d'utilisation du CO2. C'est énorme, on peut pas se faire du fuel avec le CO2, ça fait que tu fais le plein de ta voiture. La même chose que en fait, on a compris qu'il n'y avait aucun intérêt. Et c'est zéro carbone. Voilà, et on a compris qu'il n'y avait aucun intérêt à le stocker sous terre, puisque en fait c'était un matériau disponible pour la production. Une donc ressource. Il a en plus un intérêt économique. C'est la ressource. À partir du moment où il a un intérêt économique, parce que le foutre sous terre, ça n'apporte rien si tu veux. Ça coûte cher. Ça coûte de l'argent. Ouais, ça aurait juste été un putain d'effort financier de l'humanité qui n'aurait rien fourni en termes de bénéfices. Tandis que là, c'est un bénéfice pour les entreprises qui vont utiliser cette manne pour pouvoir fabriquer des objets. Et dans tout, tu auras du CO2, ça sera en CO2. Imagine que le boîtier de ton PC soit en CO2. Ça devient donc intéressant économiquement. L'humanité ne roule pas, l'humanité ne fonctionne pas à la morale, elle fonctionne plutôt sur l'argent. C'est-à-dire quand il y a de l'argent, c'est bien plus puissant que la morale, tu vois. Toutes les entreprises vont se jeter sur cette manne et elles vont l'utiliser. C'est pour ça qu'on peut envisager qu'un jour on va manquer de CO2 en fait, si tu veux. Il faudra passer à autre chose. Parce que voilà, les choses sont en fait ça va être énorme. Dans la mesure où c'est intéressant économiquement et écologiquement, mais là on donc, va se jeter dessus. Et il suffit qu'il y ait quelques lois pour favoriser le carbone par rapport aux énergies fossiles. Et là, l'industrie va se jeter dessus, abandonner les énergies fossiles. Ce qui va créer une énorme richesse. Et encore un peu plus d'évolution. Ah oui, oui. C'est-à-dire que tout se combine en fait. Ça plaît aux permaculteurs, ça, la combinaison des choses. C'est systémique. Voilà, c'est systémique, c'est résilient, ça s'auto-renforce. Parce que la permaculture, c'est pas que de l'agriculture. La permaculture, c'est la production, culture. Cultiver, ça veut dire développer. Développer, ça peut tout concerner. C'est pas de la permaculture, c'est pas forcément de l'agriculture. C'est la une culture. Façon de penser. Là, c'est de la permaculture avec un grand C. C'est de la culture permanente. Et ce qu'il faut voir, c'est que c'est énorme, c'est vaste. De la même manière que les panneaux solaires s'améliorent sans cesse et qu'ils captent de plus en plus facilement le soleil, là, de la même manière, nous, chaque semaine, on répertorie une nouvelle avancée dans ce domaine. C'est-à-dire que capter le CO2, c'est quand même difficile parce que le CO2, c'est des petits trucs comme ça dispersés. C'est 400 ppm par jour. Je me souviens, au départ, vous aviez que quelques articles. Maintenant, sur la base. Et bien là, toutes les semaines, il y a une avancée. La dernière, elle était au MIT. Ils ont trouvé un procédé qui permet de l'absorber 10 fois plus facilement, avec 10 fois plus d'efficience. Voilà, il y a sans cesse des avancées. Ce site, c'est une mine d'or. Ce qu'on regarde, c'est le potentiel. On voit où ça va, en fait. On voit qu'ils sont partis de là. Il y a 5 ans, on était là. Maintenant, on est là. Et dans 10 ans, on sera là, si tu veux. Et ce mot de il y a une marge de progression. C'est là où il y a la prospective. Elle intervient dans ça. C'est-à-dire que ça entre dans la globalité de la pensée qu'on déploie à courant constructif, qui inclut la fin du travail. Parce que du coup, ces entreprises de captage de CO2 ne créent pas d'emplois. Elles ne créeront pas beaucoup d'emplois. Donc il faut penser global. Mais avec ce CO2, on va faire de la fibre de carbone. Avec cette fibre de carbone, on va faire des robots qui vont travailler dans les champs. Donc ça fait que chaque robot qu'il y aura dans les champs sera un puits de carbone. Et donc l'ouvrier qui était dans le champ, lui il sera peut-être à l'usine en train de fabriquer des robots, ce qui est quand même un métier beaucoup plus gratifiant, moins éreintant, moins harassant et mieux rémunéré que d'être ouvrier agricole avec une binette dans un champ. Donc mais ça ne veut pas dire qu'il y aura un robot pour un ouvrier. Ça veut dire qu'un robot dans le champ va remplacer 7 ou 8 ouvriers. Et donc il y en aura 6 qui seront sur le carreau, mais le fait qu'ils soient sur le carreau, c'est une opportunité. C'est l'opportunité d'élever l'humanité au rang suivant de son évolution. Et donc, ça fait que tout un chacun aura le temps de contribuer, d'être actif au sein de la société pour contribuer à son développement et donc cofinancer toutes ces solutions et donc en percevoir les fruits, ce qui nous amène au revenu contributif qui remplace le revenu du salaire. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette notion de salaire. Pourquoi il nous faut un emploi pour vivre? Parce que l'emploi, il rapporte un salaire. Voilà, la base, elle est là. On travaille aussi pour un salaire. Alors que ce qu'on supprime, en fait, c'est la notion de salaire pour vivre. C'est pas l'emploi en tant que tel, on s'en fout de l'emploi. L'emploi, il y en aura toujours. Mais il y en aura peut-être de moins en moins, mais il y en aura toujours. L'humain aura toujours une fonction à un moment ou à un autre de la production, dans telle ou telle production. Peut-être qu'un jour, tous les journaux, tous les médias seront faits par des robots, mais dans l'équipe, il y aura au moins un journaliste, c'est obligé.
À un moment donné, il faut quand même la sensibilité comme humaine chez les médecins, par rapport à la comme machine. Chez les quoi. avocats, il y a beaucoup de professions Parce comme que ça. si on ne le faisait pas, les robots, ils apprendraient eux-mêmes à faire des articles qui plaisent, puis viendrait un moment où ils s'éloigneraient de la sensibilité humaine. Donc il nous faut un journaliste qui corrige, qui donne un petit ton, qui va orienter le machin. Alors ça sera peut-être 1% des emplois qui resteront à terme, c'est possible, mais il y aura toujours de l'humain qui travaille à un moment donné. Mais donc c'est pas le salaire qu'on compromet en soi, c'est vraiment l'emploi inutile, l'emploi remplaçable. Et ça fait que de souhaiter à quelqu'un de travailler dans une ferme comme employé agricole, oui, alors la permaculture, ça créerait des millions d'emplois, des emplois de merde, qui sont pénibles, qui sont harassants, sans aucune perspective d'épanouissement, sans aucun sport de développement personnel. Malheureusement, je peux aller que dans ton sens. Et quand t'as 55 ans, que t'as 30 ans de carrière dans les gencives, t'as mal au dos, tu peux plus bouger, t'es fatigué, et t'as toute ta vie gagné à peine un SMIC, et puis t'es pauvre, alors tu vis dans ta piole, puis là tu tombes malade, tu te retrouves handicapé. Voilà, c'est ça la vie. Mais il faut être con pour souhaiter ça. Nos arrière-grands-parents se sont libérés de ça. Mais évidemment qu'ils ont foutu le camp. Donc on y retourne en tant que néo-ruraux. Ils ont foutu le camp. On fait nos expériences, mais vraiment, moi je témoigne de ça. Là, tous les gens qu'on nous montre... On ne nourrira pas la planète à la grelinette. Hein, tous les gens qu'on nous montre, tous ces néo-ruraux qu'on nous montre, qui sont tous sourires, qui sont contents d'être retournés à la tête, ils ont tous 25 ans. Hein. Ils sont pas tous sourires d'ailleurs. Et ils sont pas tous sourires. Si au début on l'est forcément. Au début. On a de la force à 25 ans, on se lance dans des expériences, il faut faire des expériences. Tu débarques de Paris, tu étais conseillère IT, et puis lui, il était, je sais pas moi, juriste dans une compagnie d'assurance. Ils ont libéré leur caisse de pension qu'ils ont accumulée en 5 ans de carrière, ils ont déjà accumulé 180 000 balles, avec ça ils s'achètent leur petite ferme dans la nature, ils arrivent, il leur reste 98 000 €, impeccable, on est heureux, on a des poules, des chèvres. 5 ans plus tard, des enfants. Il y a plus de 98 000 €, il n'y a plus que le revenu, 862 € par mois. Alors là, on commence à gueuler avec les autres agriculteurs que là, ça va plus du tout, qu'on n'est pas payé pour ce qu'on bosse. On bosse 80 heures par semaine, tu as connu 3 gels, donc déjà, tu as perdu 3 fois ta récolte, etc., etc., etc. Puis quand ça fait 35 ans que tu as ça dans le dos, alors là, putain, t'en veux plus, mais t'en veux plus. Et les gens qui soutiennent, oui, alors la permaculture, ça créerait des millions d'emplois, une nouvelle agriculture manuelle, ça créerait de l'emploi, ça créerait de la fonction. Le goulag. C'est des cons. Je le dis, c'est des cons. C'est des gens qui n'ont aucune idée du sujet. Aucune idée. C'est des cons qui n'y connaissent rien. J'avoue avoir progressé sur toutes ces choses. Alors, à un moment donné, il va falloir qu'ils m'entendent. Là, je vous parle là. Et il faut écouter, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Quand ça fait 5 ans que tu te fais chier et que ça produit rien, il y a un moment donné, ça suffit quand même. C'est les cochons qui ont mangé. Quand même. Ouais, les cochons. Oui. Toi, tu te donnes de la peine là et tout. T'as des cochons s'enfuient, des trucs. Cette écologie négative, justement, qui veut se priver par pure idéologie de toute la technologie moderne qu'on a à disposition. Parce que ça serait censé être mal. Voilà. De croyances idéologiques. Alors que de créer le robot qui travaillera à ta place dans les champs, non seulement te soulage de cette charge, mais en plus il est un puits de carbone. Il contribue au déréchauffement climatique. Existe-t-il ce robot? Technologiquement, oui. C'est l'industrie qui est pour le faire qui n'existe pas. Voilà, d'accord. Ça, souvent, les gens confondent aussi. Alors, on voit un petit robot dans un salon, on se dit, super, on va plus faire le ménage. Mais du temps qu'il arrive jusqu'à ma salle à manger, il va se passer encore 15 ans. Mais si tout le monde s'y oppose, évidemment, tu pourras attendre 100 ans. La rapidité de développement d'une technologie... Comment ça se passe La rapidité de développement d'une technologie est relative au degré d'investissement des ressources humaines. Donc, l'argent... Et les humains s'y opposent, ça va prendre 20 ans. Si tout le monde s'y met, ça prendra 2 ans. Je sais pas. Ça, tu peux t'opposer pour l'éternité, je veux dire, évidemment. Et l'autre problème... La machine à laver, ça a mis combien de temps à prendre? Très peu. Moi, dans ma famille... C'est répandu comme une traînée de poudre. Il faut que les gens... Dans ma famille, il y avait des machines à laver depuis les années 30. Comprennent qu'il est bon pour eux d'évoluer, de se libérer, malgré soi, pour aller vers... Mais parce qu'on a besoin d'eux. On a besoin... Les gens qui travaillent, là, aujourd'hui, dans des vers emplois... Vers le renouveau sociétal, vers ce qui serait utile pour... Mais ils sont utiles pour construire la société, pour porter le développement de cette filière. C'est que si on investit massivement dans les vieilles usines, c'est juste
pour garder les emplois. Si on a tout un tas de vieilles industries sur notre sol polluantes, tout ce que tu veux, qui ne devrait plus exister maintenant. C'est de la pitié, alors on s'enlise tout seul et on dit oui, tout simplement parce que il faut garder les emplois. Mon père, par exemple, travaille chez l'un des derniers dinosaures de l'industrie française. Elle existe alors qu'elle est déficitaire juste parce qu'on la finance massivement pour les emplois. C'est tout. Si on réorientait tous ces capitaux vers les nouvelles technologies, je veux dire, on irait 1000 fois plus vite. La lutte pour l'emploi, c'est bon an, mal an, 80 milliards par an. 80 milliards. Alors c'est de la prime d'activité, c'est du chèque énergie, c'est de l'AAH qu'on doit verser parce qu'à partir de 55 ans, les maladies du travail explosent, c'est du chômage, blablabla. Les gens ne réalisent pas pourquoi on paie. C'est énorme. Nos impôts, ils ne se rendent pas compte qu'on paie pour ça. 40% du revenu des ménages aujourd'hui, c'est l'État qui le verse. Ça fait que les salaires sont payés par l'État dans les entreprises pour que les gens aient du boulot. L'État s'endette pour payer les salaires et les actionnaires donc empochent cet argent et les gens ont pour rôle ainsi de se rendre inutiles dans une entreprise. Voilà, on paye pour aller travailler. Dans l'objectif d'y être, quoi. On finance notre donc ils polluent, les gens vont polluer pour servir à rien dans une boîte où on leur prétend qu'ils sont utiles. Histoire qu'ils se rendent prétendument utiles à ne rien faire. Parce qu'en réalité ils ne font rien et il y en a beaucoup qui en ont conscience. Il y en a beaucoup on les occupe en fait. Moi, alors qu'on pourrait soi-même s'occuper très bien. Oui, moi je me suis disputé avec des gens sur Facebook où toi tu dois être un gros glandeur quand faut pas une, et puis au fil d'une conversation comme ça longue, finalement t'as le mec qui dit non mais bon, alors écoute, je t'ai entendu, alors c'est vrai mon boulot c'est de la merde, franchement il me sert à rien, le mec il l'a défendu dans son poste, puis à la fin il te dit mon boulot c'est de la merde, moi je me lève parce qu'il faut bien bouffer quoi. Voilà, et ça c'est la vérité, mais alors il a fallu ça pour y arriver. Ça c'est la réalité parce que c'est l'autoconditionnement du type qui lâche petit à petit. Oui, et puis son honnêteté intérieure l'amène à dire bon, en fait c'est vrai, t'as raison, je fais ça accroché pendant des heures et des heures et des heures, mais finalement le mec il le reconnaît à la fin. Ça c'est dans le meilleur des cas, il y en a qui veulent même pas encore l'admettre. Ah oui. Le jour où attends, mais tu te rends compte, le jour où tu admets ça, tu te rends compte que t'as gâché ta vie quand même. Voilà, c'est ça. Tous les regrets au moment de mourir. Donc voilà, tout ça ça s'imbrique. C'est pas facile de l'admettre. Donc c'est bien quand on a la bonne foi de vouloir évoluer. Enfin moi je sais que je suis partie de là, voilà, je fais mon chemin, on est tous comme ça dans des recherches et lâcher prise tout de suite dès qu'on sent que effectivement le discours. Je ne vais pas vous interrompre, mais je crois qu'il va peut-être falloir qu'on filme. Parce que là, tout ce qu'on a dit, c'est. Mais c'est filmé là, ça filme là. Ah bon, c'est filmé hein. Ah merde. Non, mais il faut comprendre que ces gens ont gâché leur vie, mais ils ont gâché leur vie, pas en allant au travail, parce qu'ils n'avaient pas le choix, c'est ça ou crever. De bonne foi. À l'insu de son plein gré, quoi. Ils ont gâché leur vie en ne décidant pas de changer le système pour qu'il n'ait pas à la gâcher. C'est ça qui c'est pas le fait d'aller au travail qui leur a gâché la vie. C'est le fait de ne pas se battre pour qu'il n'y ait plus besoin. Il y a une époque où on n'avait pas le niveau de robotique et d'intelligence artificielle qu'on est aujourd'hui. Et à cette époque-là, effectivement, ils étaient utiles, puisqu'ils ne pouvaient pas être remplacés par une machine. Maintenant qu'ils peuvent l'être, ils deviennent inutiles. De fait, puisqu'ils pourraient être remplacés par une machine. Et tout le monde n'en a pas conscience. Mais hier, ils ne l'étaient pas inutiles, puisqu'il n'y avait que les hommes pour faire ça. Et donc aujourd'hui, on peut les utiliser pour autre chose, puisqu'entre-temps, ils sont devenus cultivés. Ils ont appris à lire, à écrire, à voter. Alors certains lâchent prise tout de suite, 20 postes, ils te disent mais vous avez raison monsieur. Mais vous m'éclairez. Vous pensez que le revenu universel, ça peut, on peut vivre comme ça. Mais moi j'ai les arguments, ils sont limités. Et les gens, après ça devient lumineux, quoi. Ça devient oui, après évident. Il va y avoir la réaction. Ah mais vous êtes un utopiste, vous n'arriverez jamais à financer ça. Voilà. Mais là j'ai la réponse aussi dans la question. Oui, mais alors soit tu comprends la démonstration d'un revenu, soit t'as pas envie de te libérer t'es aliéné, t'es dépendant de ton travail, ta position sociale. Enfin, ça dépend ce que t'as à gagner, à perdre. Je sais pas, c'est personnel. Que 30% des gens n'attendent que leur libération du travail. Ouais, la retraite. C'est des gens qui ne supportent pas. Non, je parle pas des retraités. C'est des gens qui ne supportent pas leur emploi. Ils attendent que la libération du travail. Ils ne vivent que pour ça. Ils ne supportent plus leur travail. Il y en a qui, je pense qu'ils s'éveillent. Il y en a 40% qui s'en foutent. C'est-à-dire que si tu leur proposes de ne plus travailler, ils vont plus travailler. Il n'y a que 40% des emplois qui sont inutiles aujourd'hui. Et c'est pas forcément des sous-emplois. C'est par exemple le gars qui vient relever les compteurs ou qui s'occupe des compteurs d'eau avec une pioche et tout dans les jardins, parce que les compteurs d'eau ils sont souvent enterrés, machin, on les trouve plus. Le mec qui vient avec un détecteur de métaux, ça, avant qu'il y ait un robot qui soit capable de ça, il va... Alors donc ça veut dire, c'est des fonctions qui en général sont plutôt agréables, quelque part. Elles sont un peu physiques, mais elles sont agréables.
c'est plutôt des emplois de cadre, souvent, qui sont des emplois inutiles. Il n'y a que 40% des emplois qui sont inutiles. 60% aujourd'hui ont toujours une fonction nécessaire au sein des entreprises. Or, on vient de voir qu'il y a 30% des gens qui n'attendent que leur libération du travail parce qu'ils n'en peuvent plus, on va les retrouver pendus au néant ou ils vont se jeter par la fenêtre. Et ça arrive. Et ça arrive. Et ceux qui ne le font pas, ils sont sous antidépresseurs, machin, ils vont très très mal, ils deviennent agressifs, ils en peuvent plus. Le burn-out. Et 40% s'en fout. 30% plus 40%, ça fait 70%. Ça veut dire qu'il y a 70% des gens qu'on peut aujourd'hui sortir du travail, alors qu'il ne faut en sortir que 40%. Donc, il n'y a rien d'impossible mathématiquement, je veux dire. De le faire. Ça veut dire que tu sors déjà le 30% que tu dois sortir, lui, tu le libères. Qui ne demande que puis après, ça. Après, il faut juste trouver encore 10% sur les 40% qui restent, quoi. Voilà, c'est tout. Et les autres, les 30% qui aiment leur travail, tu leur fous la paix. Les vieux, voilà, ceux qui n'ont pas envie, ceux qui sont indisponibles mais qui reviendraient bien à l'emploi après. Voilà. Ça aussi, cette et le 30%, facilité le 30% d'emploi qui reste, tu le laisses, tu n'y touches pas. Et donc, c'est facile à faire. C'est facile. Et le pire de tout ça... Vous dites que techniquement... c'est facile. On peut... Et le 40% d'emplois qu'on a libérés, c'est pas un coût. Ça veut dire on va verser un revenu de base, selon ma théorie à moi, qui consiste à verser le revenu universel à tous. Ça représente pas grand-chose, on peut le verser du jour au lendemain. Et le revenu de base, proportionnellement au revenu en impôt négatif, ne coûte pas énormément. On aurait de quoi le financer aujourd'hui. Et ça ne coûte pas d'argent, parce que non seulement c'est pas plus cher qu'aujourd'hui, mais en plus ça fait qu'on dégage une nouvelle manne, une nouvelle ressource socio-économique. Cette masse libérée du travail est une nouvelle couche socio-économique productive qui va travailler dans la nouvelle économie du 21e siècle, dans l'économie contributive. Et donc ça fait qu'on non seulement on va pas créer moins de valeur, mais en plus on va créer une nouvelle couche qui va en créer plus. Donc on est gagnant au niveau sociétal, au niveau économique, écologique, enfin là on touche vraiment à tous les piliers. Et au niveau humain. Tu fais le tour comme ça, tu as verrouillé. On a moins de souffrance, donc la Sécu fait des économies. Les gens ont fini d'être archi malades à partir de 55 ans. En termes de bonheur national brut, on est gagnant. Mais on explose. Le BIB explose. Ouais. Bonheur intérieur brut. Ouais, tout ça a beaucoup de sens. Voilà, c'est ça, c'est complètement intégré le truc, je veux dire. Et on peut le documenter. À courant consultif, on le documente. Donc, alors voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir votre rencontre quand même, ce que ça a permis. C'est que Satyavir, il avait des choses. Toi, tu avais d'autres choses. Moi, j'avais l'information. Voilà. J'avais l'information, puis le concept sociétal. Et que vous avez pu, imbriquer deux mondes. Voilà. Oui, on a imbriqué deux mondes. Il avait le monde plus spirituel, plus intellectuel. Moi j'étais la brute. Moi j'avais le monde brut, c'est-à-dire moins de système. Voilà, le système. Moi c'est le système, c'est-à-dire on te sort de ce système, bien représenté par le personnage. Et donc c'est froid, c'est glacial, c'était avec la sensibilité un peu plus. C'est bien, hein, cette association. On s'est découvert parce qu'on est les deux. On est les deux aussi humanistes l'un que l'autre, exactement aussi humanistes. Oui, je confirme. Moi ça faisait longtemps aussi que je partageais des trucs sur le revenu de base et tout ça, mais si tu veux, c'est vrai que je suis pas un expert en économie, je viens de la philosophie et de la science politique. Donc j'avais des idées qui rejoignaient tout ça. L'idée de l'interdisciplinarité. Mais si tu veux, là, avec la base de données de Thierry, avec toute sa connaissance, on a pu aller beaucoup plus loin. Ça a dû te faire avancer sur plus confiance en ces idées-là. De sourcing, parce que c'est vrai que malheureusement, même quand t'as pas trop de notions et que tu tombes sur toutes ces théories de revenus de base, moi je sentais que c'était par là qu'il fallait qu'on aille. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui te dit mais c'est totalement irréaliste, moi je suis économiste et je t'apprends la vie. Et comme nous, quand la technologie te manque. Quoi lui dire en fait. Oui, je comprends très bien ce sentiment. Les GAFA ils sont pour, qu'il y a des grands économistes qui sont pour, que nous on a toute l'information qui montre que c'est faisable, que Thierry il a une solution pour le mettre en place si tu veux au niveau financier, etc. Moi c'est tout intégré. Bon bah là si tu veux ça explose tous les doutes quoi tu vois. Oui. Mais moi je vis la même chose de l'autre côté, il me manque tout le côté technologique, chimique, physique, je suis perdue. Et donc du coup vous nous donnez du sens sur une globalité là encore qui est importante et les gens doivent prendre conscience de ça, que la base, le source, on peut vérifier, on peut s'instruire, on peut étudier. On a réponse à tout. Oui. À tout. Nos étudiants, ma fille, John, ont vraiment là une bibliothèque personnelle de l'avenir qui est fabuleuse. Donc faut pas se gêner.
Et c'est je veux dire, ça c'est un sacré outil. On est capable de financer, c'est-à-dire qu'on parle bien de pognon, c'est-à-dire que tout ça c'est financé. C'est pas, il n'y a pas de truc, oui alors il faudra trouver tant de milliards, oui alors non. Mais alors, y a pas. La question ne se pose pas. Tout ça c'est fait, je veux dire, voilà. On l'a. Il faut bien que les gens comprennent, si tu veux, c'est que on a une part de créativité. Thierry, il a créé des concepts, etc. Mais tout ça, on n'est pas le seul à le dire, si tu veux. La capture du CO2, moi, avant de connaître Thierry, je m'intéressais de près à la fondatrice de Global Thermostat, qui a écrit plein de textes qui expliquent qu'on va pouvoir utiliser ce CO2 dans l'industrie. Elle sait déjà le faire avec sa méthode à Global Thermostat. C'est Graciela Cicilniski. Il y en a d'autres. Il y a Wilcox, là, Jennifer Wilcox. Enfin, il y a un certain nombre de gens, notamment dans le monde anglo-saxon, qui disent exactement ça, qui disent aussi ça sur l'automatisation. Et en fait, si tu veux, ces gens-là, ils recoupent et ils confortent ce qu'on dit. Si tu veux. C'est vos dernières rencontres qui confortent c'est-à-dire, on tout connaît ça. quelques personnes en France, mais dans le monde entier, notamment dans le monde anglo-saxon, il y a des gens qui confirment cette tendance-là. Ils sont des milliers. Et nous, notre rôle à Courant Constructif, c'est de rassembler toutes ces voix pour montrer qu'elles forment un courant mondial, un courant de force d'évolution mondiale. Et que ce courant de force, on en a besoin déjà, et il s'oppose à deux autres courants, qui est un courant stagnateur de conserver le système tel qu'il est, parce qu'on va préserver chacun nos intérêts. C'est tous ceux qui ont intérêt à ce que rien ne bouge, notamment les grands lobbies, etc. Et puis de l'autre côté, il y a une troisième force qui est la force décliniste, qui est la force qui nous reconduit sur de la tradition, des modes de vie traditionnels, etc. Et ça, c'est l'écologie négative. On trouve ça dans les villes lentes, enfin tout un tas de trucs, les villes en transition. C'est sympathique, hein, mais si tu veux, c'est quand même une régression. C'est sympathique tant que c'est qu'une petite minorité qui s'amuse, mais en termes d'humanité, ça serait une véritable régression dangereuse. Ça n'a rien de porteur. Si vraiment ça se réalisait, ça serait aussi plein de maladies, ça serait des millions de morts, si tu veux. Faut voir ça. Parce que si tu veux, pour avoir le niveau démographique qu'on a actuellement, il faut toute une infrastructure technologique. Si tu supprimes cette infrastructure technologique, il y en a des millions et des milliards même qui disparaissent parce qu'ils ne peuvent pas être soutenus physiquement. Rien que l'outil de production. C'est parce qu'il y a le pétrole qu'on peut être 7 milliards sur Terre aujourd'hui. Si on supprime le pétrole et qu'on ne le remplace pas par une énergie surabondante et propre, eh bien, il y aura des milliards de morts. Qui dégage, quoi, voilà. En fait. Il faut bien savoir, les chasseurs-cueilleurs, ils étaient quelques millions sur la Terre. Après, on a inventé l'agriculture, on a été peut-être un peu plus de millions, jusqu'à 1 milliard à un moment donné quand on a trouvé l'engrais azoté ou quand on a réussi à craquer l'azote. Et après, si tu veux, avec toutes ces technologies modernes, on est passé de 1 à 7 milliards. Mais si tu supprimes toutes ces... Pour revenir à la permaculture manuelle avec ton âne, bon, on retourne à 1 milliard d'êtres humains sur Terre. La permaculture avec ton âne, dont il parle, c'est 5 milliards de morts. 5 milliards. On n'ouvrira pas tout le monde à la grelinette. Hein. J'en ai bien fait l'expérience. Non, c'est pas possible. Donc c'est important que à échelle individuelle, la permaculture permet de produire 6 fois plus par mètre carré, c'est vrai. Et ça, c'est intéressant. Mais à condition que tout le monde se mette à cultiver comme des damnés, alors. Ça veut dire qu'on ne fait plus rien d'autre. On passe notre vie à cultiver. Tout le monde cultive. Voilà. Plus il y a d'humains, plus il y a de génie. Et un génie, si tu veux, rend possible la vie pour des milliards d'êtres humains. Tu vois, il y a des tas de possibilités qu'on envisage pas. Parce que un seul homme peut changer toute la donne. C'est fou, ça a l'air complètement mégalo, mais c'est ce qui s'est toujours passé. Un scientifique invente un truc et ça révolutionne tout. Einstein avec ses équations, derrière c'est le nucléaire, derrière c'est... Tu vois, et un seul homme de génie change toute la donne. Donc un génie pèse autant dans la balance que des milliards d'êtres humains, tu vois, en termes de capacité d'évolution de l'humanité. Et si on était libéré de certaines choses, il y aurait beaucoup de... Toute cette intelligence qui se rencontre, qui se multiplie, qui progresse, ça c'est une idée très intéressante. Aujourd'hui, les génies maintenant travaillent mondialement en réseau. En plus, ils vont pouvoir travailler avec l'intelligence artificielle, parce que là, actuellement, il y a une révolution dont personne ne parle, qui est la révolution de notre mode d'apprentissage.
Maintenant, on va de plus en plus déléguer la découverte à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va faire des découvertes par elle-même. Donc ça va de plus en plus vite. Elle va découvrir des médicaments, des vaccins, des nouvelles planètes. On en a vu quelques-uns. Elle va créer plein de choses. On le voit sur les postes, c'est flagrant. Et donc, si tu veux, elle va compléter les capacités humaines dans la capacité à découvrir de nouvelles choses et à acquérir de nouvelles connaissances. Et la clé, si tu veux, c'est que l'intelligence artificielle, elle a un développement exponentiel. C'est-à-dire que comme la connaissance est greffée à l'intelligence artificielle maintenant, elle va avoir aussi la connaissance une structure de développement exponentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la connaissance va exploser de manière exponentielle. Et donc le nombre de solutions, le nombre de brevets, le nombre d'entreprises, le nombre d'idées géniales vont exploser. Et ça touche tout, hein. La médecine, la production agricole, tout, ça touche tout. C'est vrai que le fameux qui a la gestion des plantes, la gestion des forêts. Ça s'appelle la loi du retour accéléré. C'est vrai que Kurzweil qui a développé cette théorie, c'est dans la mesure où la connaissance... C'est de la pure prospective, ça aussi. Non, ça s'inclut comment ça? Non, c'est factuel, là on est en plein dedans. C'est l'informatique, c'est la loi de Moore, avait une structure déjà de développement exponentiel. Ça c'était validé, c'était factuel. Et ce qu'a fait Ray Kurzweil, c'est qu'il a compris que en fait, c'était pas seulement l'informatique, mais c'est l'ensemble des technologies NBIC, incluant donc l'intelligence artificielle, qui ont une structure de développement exponentiel. Après, il a expliqué autre chose, c'est que maintenant, pour acquérir des connaissances, notamment, je sais pas, en médecine, en biologie, on utilise l'intelligence artificielle. Donc, si tu veux, il y a des retombées du développement de l'intelligence artificielle sur le développement de la connaissance. Plus cette intelligence se développe et plus la connaissance se développe de manière exponentielle. Sur le virtuel et donc, la médecine. Dans les années qui viennent, nous, on va vraiment avoir beaucoup de boulot à la cour en constructif parce que comme notre boulot, c'est de partager les découvertes, les inventions, les solutions, et comme elles vont exploser de manière exponentielle, on va vraiment avoir du mal à suivre. Moi, je le vois. On va avoir du mal à suivre. Ces 3 dernières années, j'arrive plus à suivre l'information. Alors qu'avant, je cherchais l'information, là maintenant, elle abonde. Et pour revenir à notre sujet, c'est des solutions aussi en termes d'écologie, c'est-à-dire que cette intelligence artificielle, tu vas lui demander sors-moi tel matériau version renouvelable, écolo, etc. Elle va trouver, elle va additionner toutes ses connaissances, elle va te produire le nouveau matériau qu'il faudrait pour construire un building de manière totalement renouvelable. Donc l'ordinateur te le trouve, le matériau il existe bel et bien, il a déjà été inventé. Oui. Et des gens, il y a déjà des nouveaux matériaux. Ça peut être exponentiel parce que l'intelligence artificielle va elle-même travailler sur ses propres composants. C'est-à-dire que tu rentreras un devis, un nouveau processeur, une nouvelle mémoire, un nouveau machin, et donc elle va s'augmenter elle-même par les découvertes. Alors ça fait peur aux gens parce que les gens ils disent ça va se retourner contre nous. Mais c'est pas possible. Tu vois, comme si effectivement c'était que la machine qui pouvait autoproduire de l'intelligence. C'est impossible. Même si la machine devenait intelligente, c'est-à-dire qu'elle devient cognitive, ce qu'elle sera un jour, c'est-à-dire qu'elle sera autonome intellectuellement, un jour ce sera possible. Alors, mais même dans ce cas-là, elle ne sera pas en marge de nous. Elle ne sait pas un robot qui sera installé au sommet d'un, je sais pas où, là, un espèce de gros cube comme on le voit dans les films qui a tout contrôle sur tout, et puis qui coupe, non alors les humains là vous êtes pas bons, on vous retire. C'est le contraire, elle sera... Ça c'est le fantasme absolu, hein, les gens qui sont mais c'est la science-fiction qui l'a intelligence comme artificielle. Le couteau. Toutes les technologies ont la même structure, elles peuvent à la fois servir de poison ou de remède. Le couteau, tu peux t'en servir pour couper ton pain, c'est très utile. Et puis pour tuer quelqu'un. Toxique là. C'est le principe du pharmakon. Les Grecs, ils définissaient ça comme un pharmakon, c'est-à-dire le pharmakon en grec, ça veut dire à la fois remède et poison. Tu vois donc là, si tu veux, on va disposer d'une technologie avec l'informatique qui va nous permettre de faire le bien à une échelle qu'on n'a jamais atteint, mais aussi, si on le désire, de faire le mal à une échelle qu'on n'a jamais atteint. Donc ça ne change rien. L'intention, c'était déjà avec le cas avec Einstein. On va faire le mal avec. Il y en a qui feront le mal avec, il y en a qui feront le bien, et on apprendra à maîtriser les dangers, les risques, et à interdire l'usage mauvais de ces technologies. On a inventé le bateau, il y en a qui en ont fait des sous-marins avec des missiles nucléaires.
Voilà. Puis d'autres qui ont utilisé des bateaux pour en faire des instruments de mesure de l'état de santé Et un jour, on fera la guerre dans l'espace. Ça sera une évolution. Pour répondre que l'intelligence artificielle, de par son intelligence, pourrait considérer, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, enfin toi t'en as entendu parler, que si une intelligence artificielle devient très intelligente et qu'elle considère que l'humain est encombrant, dans ce cas-là, elle cherchera à s'en débarrasser. Fantasme. Non, pas vraiment. En fait, l'intelligence, comme tu l'as souvent souligné, ça mène à l'empathie, fatalement. Il suffit d'ailleurs de voir le niveau d'empathie de nos sociétés à l'heure actuelle. Il y a un siècle, on prenait du plaisir à aller voir un mec se faire guillotiner sur la place publique. Oui, il y a ces évolutions-là. Ou alors, je sais pas... Et plus on développe les populations, plus la culture avance. On le dit, les Arabes, ils sont ignorants, c'est des incultes, c'est des archaïques, c'est des barbares. Pourquoi ? Parce qu'ils sont incultes. Ils sont pétris de religion, tu les éduques, la femme se libère, on n'exécute plus en public, puis finalement on n'exécute plus du tout, etc. Les Arabes, c'était valable dans mon village corse il y a 100 ans. Oui, voilà, tout à fait. Plein de croyances, de constructions. Mais il y a 100 ans, tu avais un taux d'analphabétisme dans ton village de 70%. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, ces évolutions-là, dans ton village, il y a 100 ans, personne n'avait jamais entendu parler de Mozart. Il n'y aura pas. Alors là, ce que je veux dire, c'est choquant pour notre génération, mais dans les générations futures, ça sera totalement naturel. Il n'y aura pas d'un côté l'intelligence artificielle et de l'autre l'humanité, et puis l'intelligence artificielle décidera qu'elle préfère être gentille avec les humains plutôt que méchante avec les humains. Non, parce que tu auras eu une fusion des deux. C'est ça. Il y a la rencontre de l'homme et de la machine. C'est ça, c'est de plus en plus, la technologie va s'intérioriser. Cette appropriation, ça se fait déjà avec par exemple Neuralink, on crée des puces cérébrales et donc il va y avoir une interconnexion entre l'homme et la machine. Donc tu n'auras pas une intelligence artificielle extérieure qui décidera du sort de l'humanité. Nous ferons partie d'elle, ou elle fera partie de nous. Ça sera fusionné. Elle va nous interconnecter. Ça fait que l'empathie sera de plus en plus globale. Sur les nouveaux métiers, j'ai entendu un nouveau métier. Il y aura des gens qui pourront donner une forme donc de cognitivité, de sensibilité aux robots qui viendront faire du babysitting pour ton enfant. Moi j'appelle pas ça un nouveau métier, moi j'appelle ça un futur ancien métier. Un futur... Dans 25 ans ce métier n'existera plus. Il n'y aura pas métier de cogniticien. Ouais, parce que ça sera déjà inclus par le... Elle sera cognitive, elle n'aura pas besoin d'individus pour lui induire ça. Donc, c'est-à-dire que là, il n'y aura pas quelqu'un qui... C'est pas un métier d'avenir, c'est un métier du passé, qui n'est pas encore né. Voilà, on va créer ce métier pour qu'il disparaisse rapidement, quoi. Le temps qu'on le mette en place, ce métier, le temps qu'on crée les filières de formation, le temps qu'il y ait les premiers qui soient formés, ce métier sera déjà en train de disparaître. Mais on cherche quand même à donner de l'humanité... Et c'est complètement. l'intelligence artificielle. La notion est absurde parce qu'elle sera cognitive à terme, donc elle sera consciente d'elle-même. D'accord. Donc je veux dire, ça. Qui rendra donc possible. Ça aurait de l'intérêt aujourd'hui. Seulement le métier n'existe pas aujourd'hui. D'accord. Donc voilà. Et le temps qu'il existe, ce sera fini, ce sera obsolète. C'est une question. Donc, ce qui rendra possible ce que vient de souligner Satyavir, c'est-à-dire que naturellement, la machine et l'homme se feront ensemble, parce qu'il y aura des interactions tellement évidentes et naturelles qui se seront mises en place, qui se mettent déjà en place chez les enfants. Moi je n'aime pas le terme d'intelligence artificielle, c'est un terme absurde. Comment tu dis, toi? Moi je parle d'intelligence globale, d'intelligence ou d'intelligence universelle. C'est-à-dire que c'est une intelligence qui va faire accessible à tous, que chaque entité synaptique viendra s'ajouter à la masse neuronale globale, et donc chaque intelligence, ça fait qu'aujourd'hui, sans cette intelligence artificielle, ça fait que celui qui n'a que 10 de QI, qui est invalide dans sa piole, ne sert à rien. Alors que demain, ces 10 de QI pourront venir s'additionner au QI existant. Et donc ça fait que tout le monde pourra être intégré. Il y aura même moins de jugement de valeur en fait. De moins en moins, puisque de toute façon, on pourrait imaginer à terme qu'un invalide qui est incapable de bouger de chez lui, ne serait-ce que par confort, tu as fait l'expérience toi-même de la réalité virtuelle en psychiatrie, tu nous en as parlé hier, tu vois la portée que ça a d'un point de vue immense, d'un point de vue aussi bien pédagogique que médical, propédeutique, médical. Et donc là, imagine, on connaît un film Avatar où ce sont des robots qui se déplacent parce qu'ils vont beaucoup plus vite dans les rues. C'est dangereux d'être humain dans les rues parce qu'on risque de se heurter à des robots. Alors le film est exagéré puisque c'est de la science-fiction, mais on peut imaginer qu'un invalide qui ne peut pas bouger envoie son robot
interagir avec les gens physiquement dans la société, ça paraît absurde, pourtant on le fait déjà. On le fait déjà. Il y a des, pas moi, j'ai pas d'avatar, mais il y a des enfants qui sont malades, qui sont dans leur lit et qui envoient leur robot à l'école. Ça existe, il y en a plusieurs milliers sur le monde, et le robot, ils interagissent avec leur classe en temps réel, comme s'ils étaient physiquement sur place. Comme si c'était un drone en fait. C'est un drone, et l'enfant il est là, il participe. Et il fait la classe alors qu'il est dans son lit. Et donc ça fait que, et en plus il reste en contact avec ses amis, il ne perd pas de retard sur le... Donc voyons toujours le positif, donc ça, c'est constructif. Non, déjà soyons réalistes. Parce que si tu es réaliste, tu deviens positive. Obligatoirement. Tous les gens qui s'opposent à l'intelligence artificielle, qui la voient comme la fin du monde, ils sont tous, ils ne sont tous pas réalistes. Quand Stephen Hawking nous a mis en garde, il nous a mis en garde sur une entité qui serait autonome. Il ne nous a pas mis en garde sur la notion même d'intelligence artificielle. Quand Elon Musk a dit « je crains une intelligence artificielle qui contrôlerait le monde », ben quelle a été sa réponse? Ben, il a créé l'implant Neuralink. Du coup, ça fait que désormais, on est déjà dans l'intelligence artificielle. Donc déjà, elle ne peut plus dominer le monde. Déjà aujourd'hui, il a créé l'implant qui fait que... Alors c'est un implant externe, hein, il ne s'agit pas d'ouvrir le crâne, machin. Non, tu le poses sur l'oreille et ça permet de contrôler un fauteuil par la pensée. Il a développé cette technologie et donc ce fauteuil, on peut l'imaginer interconnecté au réseau 5G. Hein, et puis du coup, toi, tu es connecté en 5G, puis c'est au travers du réseau que tu commandes ton fauteuil roulant ou ton robot d'assistance à domicile. Au lieu d'avoir un humain qui... Tu vois? Tu vois la parole. Mais tu peux faire parler, par la pensée, tu peux faire parler. Toi, tu peux plus parler, tu as perdu l'usage de la parole, ben, tu penses et puis tu as une machine qui parle à ta place. Et tous ceux qui se retrouvent sur une chaise... c'est énorme. Tu abolis de facto... La communication, tu abolis de facto le handicap. Et la personne qui est invalide, ce qui est fort, c'est qu'au travers de sa réalité virtuelle, elle ne le remarque plus, son handicap, ce qui le rend supportable. Aussi. Voilà. Donc l'idée même de l'intelligence artificielle. Moins de désespérance, moins de médicaments, moins de n'importe quoi. C'est logique, c'est un enchaînement de circonstances. Alors oui, l'intelligence artificielle est dangereuse, mais là aussi, ses effets positifs, comme toute invention de l'humanité. Comme on pouvait dire avant du nucléaire. Là, avant, au XXe siècle, on disait ça du nucléaire. Satyavir prenait l'exemple du couteau. Les Grecs, ils sacrifiaient un bœuf chaque année, et puis après, ils faisaient le procès du couteau. Incroyable. Donc, je veux dire, il faut bien se rendre compte que toute invention de l'humanité a son revers. Donc tout ça, vraiment, il faut le poser, jeter les bases, venir à des choses pragmatiques, les explications et les exemples que vous donnez en général, c'est important. Non. Parce que nous, on est tous dans une sorte de science-fiction. On est dedans, là. Mais on y est. Et on y est pour l'instant pour des choses qui sont quand même dans une perspective où ça se met en place quand même. Mais ça se mettra en place. Le problème, c'est que ceux qui s'y opposent, ils font que chier le monde. Ça, ils ne font que chier le monde. Ils ne l'empêcheront pas. Il y a toujours eu des cons comme ça qui ont empêché le monde d'évoluer. Mais ils n'empêcheront pas. Ils vont juste le retarder. Ils vont juste faire que le monde... pour une fois, c'est pas une question d'âge. Parce qu'il y a des vieux qui sont partants, des jeunes qui résistent. Des écolos débiles, des antiprogressistes débiles, des machins, il y en a de tous les âges. Et le problème, c'est que tout ce qu'ils vont faire, c'est que le monde... À cause d'eux, on aura plus de pollution, à cause d'eux, on aura plus de souffrance, à cause d'eux. Puis eux, ils vont se dire, non, moi je veux moins de souffrance, moins de machin. Alors qu'en réalité, ils font chier. Et donc, ça veut dire qu'ils retardent le progrès. Disons qu'ils n'ont pas compris que la solution est là, sous leurs yeux. Voilà, c'est ça. Qui pourraient participer positivement à l'ensemble. Bon. Ça, il y en a toujours eu. Mais heureusement, il y a une partie qui se rendra compte. Mais l'intelligence gagne toujours à la fin. Oui, voilà. Et donc,